sommes de retour en direct dans cette édition du 7 octobre 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Désormais, il est l'heure, comme annoncé, d'ouvrir notre page économie avec notre invité Gérard Ampau. Bonjour Gérard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ampau, vous êtes auteur, conférencier, avec nous très régulièrement pour commenter l'actualité des agences de notation. Et je vous en remercie. Gérard, l'actualité, la dernière actualité, c'est celle du 25 octobre dernier, quand Moody's a dégradé la perspective de la France, a maintenu la note à A2, mais a dégradé la perspective à négative. C'était un vendredi. Lundi matin, l'OAT10, c'était à 2,999. Donc pour les marchés financiers, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes d'accord ? Les marchés financiers n'ont pas attendu l'agence Moody's pour dégrader sur le plan de sa cotation les émissions, les OAT 10 ans d'État français qui sont cotés en bourse. Dès le mois de juin 2024, tenant compte de la brûlante actualité politique, les marchés financiers ont réagi, en particulier le marché de taux que nous évoquons aujourd'hui, et la marge qui doit être consentie par l'État français pour émettre des obligations à 10 ans par rapport au Bund allemand, aux obligations d'État allemandes, et elle a bondi finalement de 50 centimes, 0,50% à 0,75 centimes. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne aujourd'hui un État français qui est noté double A et dont les taux sur le marché obligataire à 10 ans doivent rapporter au minimum du 3%, comme vous l'avez souligné, alors que le Portugal, qui est simplement A, lui, propose des obligations à 10 ans à 2,93. Donc aujourd'hui, les marchés ont dégradé la note de la France, ils n'ont pas attendu les agences de notation et ils obligent l'État français à payer plus cher dès lors qu'il veut émettre sur une période de 10 années par exemple. Donc le temps des agences de notation n'est pas celui des marchés financiers, pas fort des choses. Non, parce que les agences de notation, elles reviennent sur un dossier comme la notation d'État français tous les 6 mois. Les marchés, eux, c'est tous les jours. Les marchés, c'est tous les jours, on le comprend bien. Je rappelle, juin 2024, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale par notre président, qui a évidemment amené beaucoup d'instabilité, de non-visibilité en fait aux investisseurs. Comment on en est arrivé là, Gérard ? Vous nous dites que le spread entre les obligations françaises souveraines, les obligations souveraines à 10 ans françaises et portugaises, mais également on pourrait prendre le cas de l'Espagne, s'est creusé en faveur de nos amis espagnols et portugais. Comment on en est arrivé là ? Alors, l'Espagne aujourd'hui est redevenue légèrement au-dessus sur les taux à 10 ans par rapport à la France. On en est arrivé là parce que, au fur et à mesure des différentes crises que nous avons connues en France, que ce soit la crise des gilets jaunes, que ce soit le bouclier tarifaire pour éviter qu'une inflation trop forte percute la population française ou l'économie française dans son ensemble, et puis bien entendu les nombreuses mesures prises pendant la crise du Covid ont fait que la dette de l'État a été augmentée et que le financement a été recherché et trouvé d'ailleurs sur les marchés financiers, en particulier sur le marché obligataire. Donc cette aggravation de la situation budgétaire de l'État français, qui n'a pas été suivie par des efforts jugés convaincants par les différents acteurs. On peut dire aujourd'hui par exemple que la dette Covid au Portugal a été quasiment remboursée. C'est loin d'être le cas par rapport à la France. Donc même bien que mal noté, ou plus mal noté que la France, le Portugal aujourd'hui apparaît comme plus solide, en tous les cas capable de faire des efforts au niveau donc de ses comptes publics par une réduction par exemple des dépenses financées par le budget, et cela sur plusieurs années, puisque c'est pas seulement depuis 6 mois que le Portugal fait des efforts. Donc entre les lignes, ce que je comprends, c'est que le quoi qu'il en coûte a peut-être été nécessaire, mais il a peut-être été mal financé du coup par la force des choses. En tous les cas, on n'a pas essayé de reprendre la main. Et ce qui fait que lorsque vous avez un marché qui bouge par rapport aux emprunts d'État, il n'y a pas que l'État qui est concerné. Non, c'est bien sûr. Lorsqu'on a soit une mise sous surveillance négative, soit une dégradation d'une note d'un État souverain, on a derrière, si on prend l'exemple de la France, 15 jours après, c'est le cas pour justement le cas français, l'ensemble des banques françaises, que ce soit BNP Paribas, le groupe Crédit Agricole, BPCE, la Société Générale ou la Caisse fédérale du Crédit Mutuel, une mise sous surveillance négative dans leur notation par Moody's. C'est automatique. C'est pas automatique. La meilleure preuve en est que EDF,
dont l'actionnaire est à 100% l'État français, a vu sa note maintenue, B2A, dans la mesure où Moody's a estimé que, bien que l'État français soit l'actionnaire unique, la société avait été recapitalisée récemment et il y avait un certain nombre de projets qui devaient, pour certains en tous les cas, aboutir. Donc c'est pas automatique, mais ça signifie quand même qu'après le tremblement de terre, un État est dégradé, il y a d'autres secousses, et ça concerne à la fois le secteur privé, les banques, les entreprises dont l'actionnaire principal ou unique est l'État français, et les collectivités locales. Donc ce que vous dites, c'est que ça va ruisseler sur les collectivités locales également. Disons que ça va impacter, déjà qu'elles sont fortement endettées, vous dites qu'en gros, globalement, c'est assez sombre ce que vous nous dites. Alors, ce que je dis simplement, c'est que dès lors qu'une entité, qu'elle soit publique ou privée, a un lien avec l'État français, on parle d'ancrage, c'est comme ça que le terme qu'utilisent les agences de notation, lorsqu'il y a un ancrage qui fait par exemple que les frêles esquives bancaires, s'ils devaient être un peu secoués par une forte houle, demanderaient à leur État national de les aider. Si cet État a été dégradé, si ses finances publiques sont moins fortes, moins robustes qu'il y a quelques années, eh bien voilà, le soutien sera moindre. Alors vous parlez de frêles esquives bancaires, ceci étant, on a quand même les groupes bancaires les plus solides d'Europe, quasiment. Oui, on a... Il faut relativiser quand même. On entend effectivement, mais la Société Générale a publié d'excellents trimestriels. Oui, bien sûr. Pour autant, le régulateur, qui est quand même la Banque Centrale Européenne, se pose aujourd'hui la question de savoir, faut-il ou pas faciliter le regroupement de nouvelles banques européennes au risque de créer des groupes systémiques encore plus importants. Donc plus sensibles peut-être aux aléas conjoncturels, politiques, géopolitiques. En tous les cas, des groupes qui, s'ils devaient être mis en difficulté, impacteraient de manière très importante les économies européennes. Gérard, on comprend donc comment on en est arrivé là. Vous pointez du doigt le coin qu'il en coûte, et justement, vous nous dites également que ces dégradations vont ruisseler sur le secteur privé et le secteur public. Et l'une des conséquences sera que lorsque vous êtes un investisseur français ou étranger et que vous avez une limite en matière de notation, vous n'avez pas le droit de mettre autre chose que du double A dans votre portefeuille. Eh bien, si un État passe de double A à A simple, vous n'achetez plus les obligations de cet État. Même si c'est la dette française. Parce qu'on sait qu'elle est détenue à 53% par des investisseurs étrangers, la dette française. Oui, c'est ça, 54%, effectivement, hors France. Oui, vous avez un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient européens ou internationaux, qui ont des limites. Et ces limites sont d'autant plus susceptibles d'être regardées de très près que le Fonds monétaire international nous rappelle régulièrement que la dette des États n'a jamais été aussi importante. Et ça, d'une certaine manière, ça fragilise un peu ces émetteurs publics, et on les regarde d'autant de manière plus précise. Et donc, effectivement, si on devait, dans 6 mois, voir la note française dégradée à simple, il y a une partie des investisseurs qui n'achèteraient plus la dette française. Pour autant, celle-ci conserve beaucoup de qualité. Mais c'est certain, mais donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que les agences de notation ne croient pas à la réduction du déficit public à court terme, en tout cas. C'est pas qu'elles ne le croient pas, elles l'écrivent. Elles n'y croient pas, c'est pas possible. Dans l'environnement politique actuel et budgétaire actuel, c'est impossible. Disons que si l'actuel gouvernement devait ne pas passer l'hiver, ça renforcerait ce scepticisme. Et il y a une probabilité importante. L'avenir le dira. L'avenir nous le dira. Donc il y a une institution au milieu de tout ça qui fait du bon boulot, il faut quand même le rappeler, mais qui doit être dans une posture assez délicate, c'est France Trésor, l'agence France Trésor. C'est l'agence, pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait, qui émet la dette obligataire française sur les marchés financiers. Quelle stratégie elle va adopter selon vous l'agence France Trésor, elle a la chance finalement d'être l'héritière des réformes qui ont affecté la dette de l'État français à partir du milieu des années 1980. Pierre Bergovoy est ministre de l'économie et des finances, et ses conseillers lui proposent de moderniser la dette de l'État français. Il s'agit alors de faire en sorte d'éviter de lever une dette dès qu'un besoin se fait sentir, mais de se conformer aux normes internationales et de créer des souches
importante sur toute la durée de la courbe des taux afin de pouvoir proposer un marché liquide de belle qualité, avec toute la diversité possible en termes à la fois de durée de vie, de maturité, mais aussi de taux fixe et de taux indexés sur l'inflation. Et donc, la dette française aujourd'hui est organisée autour de ce qu'on appelle des obligations assimilables du Trésor, susceptibles, lorsqu'elles sont créées, par exemple, avec une durée, une maturité de 15 ans, 5 ans après, si les investisseurs institutionnels internationaux demandent de la dette à 10 ans, on ne va pas créer une nouvelle OAT, on va émettre à nouveau, augmenter la souche d'OAT qui, depuis 5 ans déjà, qui existe depuis 5 ans et qui a encore 10 ans de maturité. Voilà, tout à fait. Ah oui, donc finalement, c'est très intéressant. Ça veut dire on crée de la dette, du coup, pas à force des choses. Oui, on va financer... Ça reste quand même de la planche à billets, on fait fonctionner la planche à billets. On crée de la dette, mais cette dette ou ces émissions d'obligations ont cette qualité d'être à la fois très liquide. Un assureur japonais peut acheter facilement, revendre facilement des OAT pour plusieurs millions d'euros dans la journée s'il le souhaite. C'est pas le cas de la dette allemande, dont vous aurez remarqué qu'elle est moins abondante et qui est, comme une bonne partie des dettes des pays de la zone euro, détenues par la Banque Centrale Européenne, donc le marché est assez peu liquide. Donc cette liquidité, couplée à une qualité assez fondamentale qui simplement est la définition et la bonne maîtrise de ce qu'on appelle les taux d'intérêt, ce qu'on appelle la manière de mesurer par exemple l'inflation, et tout ça a été défini par le comité de normalisation obligataire, qui est le CNO, qui est une association de place qui a défini tous ces différents critères et qui dépend aujourd'hui de la Banque de France. Donc on a à la fois une méthodologie et on a une liquidité et une capacité à savoir ce qu'est la demande des investisseurs internationaux à travers les spécialistes en valeur du Trésor, les SVT, qui sont une vingtaine en France, des grandes banques françaises et quelques banques internationales, qui éclairent Bercy et l'agence France Trésor sur les besoins en matière d'investissement. Donc on veut du taux fixe, on veut du 10 ans, on veut de l'indexer sur l'inflation. Et donc on est capable de fournir aux investisseurs internationaux ce qu'ils souhaitent. Et c'est une manière, finalement, une bonne technique pour placer la dette de l'État français et continuer à la rendre attractive. C'est sa grande réactivité de l'agence France Trésor à travers donc tous ces organismes qui lui remontent des informations pour libérer un écosystème. Un système. Ok, très clair. Écoutez, merci Gérard. Du coup, on comprend. Donc ce que vous dites, le mot de la fin, c'est qu'en gros, on va rencontrer des difficultés, c'est évident, mais aux manettes, il y a l'agence France Trésor qui pilote plutôt bien. Oui, ce sera effectivement une conclusion assez nuancée. Le coût de la dette, que ce soit celle de l'État français, d'entreprises contrôlées par l'État ou, j'allais dire, des institutions comme parapubliques qui, elles aussi, bénéficient du soutien de l'État français, tout le monde va, à l'avenir, être confronté à un coût de la dette qui pourrait être plus important. Un coût de la dette qui est plus important. Et je rappelle, alors on ne le commande pas, mais hier, on est le 7 novembre, hier, on a appris que Donald Trump avait remporté l'élection présidentielle américaine. On connaît son programme hyper protectionniste qui va ruisseler, qui aura des conséquences négatives sur toutes les économies de la planète, et notamment françaises. On le sait que quand il a décidé de mettre des droits de douane, notamment sur le vin, notamment sur l'alcool, les entreprises françaises en ont pâti. Résultat, le 10 ans français évolue à l'heure à laquelle on se parle à 3,202%. C'est quelque chose, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Ça peut continuer, ça va rendre plus délicate encore la mission de l'agence France Trésor. Oui, parce que l'État américain va continuer à s'endetter et il en est de la bourse comme du marché obligataire. Dès lors qu'on est en concurrence contre d'autres émetteurs, comme l'État américain, eh bien les taux d'intérêt, s'ils montent aux États-Unis, pourraient avoir une conséquence similaire pour les taux européens. Pour les marchés obligataires européens et français par ailleurs. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous ce matin. Gérard Rampeau, je vous en prie. Gérard Rampeau, vous êtes auteur et conférencier avec nous régulièrement pour commenter l'actualité des agences de notation et je vous en remercie beaucoup. On marque une dernière courte page de notre côté de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 7 novembre. À tout de suite sur Téléfinance.